Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Homo Ludens. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux usages du jeu vidéo en classe. Mon invité a commencé par écrire un mémoire de master qui s'intitule « Jouer aux jeux vidéo pour changer l'école, l'expérience vidéoludique dans le système scolaire français ». Il est actuellement doctorant en sciences de l'éducation et chercheur associé à la Bibliothèque nationale de France. Son sujet de thèse est cette fois-ci « Du ludique au pédagogique, ce que les enseignants font aux jeux vidéo ». J'ai le plaisir d'avoir avec moi Romain Vincent. Bonjour Romain. Bonjour Mathieu. Alors, est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose à cette présentation ? Non, elle est très bien. Donc je suis aussi enseignant en histoire géo en collège à côté, pendant que je réalise cette thèse. Donc, ton sujet de mémoire portait sur la façon dont le jeu vidéo pouvait changer l'école. Et finalement, ton sujet de thèse semble prendre le contre-pied. Tu t'intéresses maintenant au fait que le jeu vidéo est transformé lorsqu'il arrive à l'école. Comment ça se fait que tu sois passé de l'un à l'autre ? Ouais, donc c'est vrai que l'idée du mémoire, alors déjà ça part un peu de mon parcours personnel, parce que comme je disais, je suis prof d'histoire depuis 2010 et j'avais démarré en parallèle une chaîne YouTube en 2012 qui s'appelle donc Jeux vidéo histoire pour être original, où j'essaye toujours, ceci dit, de réfléchir aux usages du passé dans les jeux vidéo et à comment il peut être un objet pédagogique finalement, comment il essaye de transmettre des connaissances avec plus ou moins de succès. Et donc l'idée, c'était que cette pratique d'analyse, je l'ai progressivement insérée dans mes cours en collège, donc en essayant de proposer des séquences avec jeux vidéo. Et donc, au fur et à mesure, ça m'a mis, en gros, je fais vite, mais en contact avec le monde de la recherche. Et j'ai repris les études en 2016. Et donc, ça s'est matérialisé, ce parcours de recherche, déjà par un mémoire en 2018, si je me trompe pas, donc 2 ans. Oui, je partais du principe qui était en fait le slogan du portail du ministère sur le jeu vidéo, qui était donc le jeu vidéo permet de changer l'école. Donc c'était un peu le slogan, changer l'école avec le jeu vidéo. Et donc l'idée, par un travail d'études des fiches pédagogiques, notamment de ce portail, qui était approximativement une petite centaine, je crois, 90, 100 à peu près. Et déjà des 2 observations en classe que j'avais réalisées à l'époque, l'idée c'était de voir que finalement on observait plutôt le phénomène inverse. C'est-à-dire que c'est pas tant le jeu vidéo qui change la forme de transmission des savoirs, mais c'est l'école et l'enseignant du coup, qui transforme le jeu vidéo en lui donnant en fait un objectif pédagogique et un objectif d'apprentissage que le jeu vidéo n'a pas à la base, notamment les jeux grand public. Donc voilà, c'était l'idée. Et donc le sujet de thèse se concentre plutôt sur... donc je mets de côté un peu tout ce qui est discours et tout ce qui est production de fiches pédagogiques, qui disent pas vraiment ce qui se passe en classe, mais vraiment de s'intéresser à l'activité enseignante, se demander en gros pourquoi et comment les enseignants du secondaire en France utilisent le jeu vidéo. Donc ça passe par des entretiens avec eux et par déjà par une recherche d'enseignants, parce que c'est pas évident d'en trouver, c'est pas non plus une pédagogie qui est extrêmement répandue. Donc faire des entretiens avec eux et surtout faire des observations en classe, c'est-à-dire voir qu'est-ce qui se passe quand le jeu rentre en classe, comment il est manipulé par l'enseignant, comment il est manipulé aussi par les élèves, qu'est-ce qu'ils en disent, est-ce que tout ce petit monde pense être devant un jeu, est-ce qu'ils ont conscience d'être devant une activité ludique, d'exercer une activité ludique, est-ce que le jeu est transformé en document simplement, comme on peut le voir en histoire assez souvent. Enfin voilà, c'est d'essayer pour le moment, parce que je suis au début des recherches, là je suis en 2e année, les multiples transformations que le jeu vidéo peut connaître et ses rapports avec l'apprentissage. C'est-à-dire, quand les élèves jouent un jeu vidéo en classe, qu'est-ce qu'ils disent avoir appris? Quels sont les objectifs de l'enseignant? Est-ce que ça colle ou pas avec les, les objectifs des élèves? Les objectifs, pardon, de l'enseignant, et est-ce que les élèves justement ressentent ces effets d'apprentissage ou non? Bref, c'est de voir en gros ce qui se passe derrière les discours, surtout, ça c'est important, et derrière les murs de la classe en fait. Voilà pour résumer. Mmh. Alors tu as dit que le ministère, son slogan, c'était de changer l'école avec le jeu vidéo. Hem, Pourquoi en fait et comment? Quels étaient leurs
leur intention derrière? Bah, c'était le slogan à la sortie du site Apprendre avec le jeu numérique, qui date de quand? Je dirais 2016, mais bon, c'est un site qui a pas l'air d'être mis à jour assez très souvent. Alors, on m'avait dit qu'il y avait pas beaucoup de qu'il manquait en fait de personnes pour alimenter le site et notamment j'imagine d'enseignants. Hem, mais du coup, pourquoi ils font ça? Bah, c'est pour, mettre en avant des usages du numérique. Ça fait quand même, assez longtemps maintenant que, l'école essaye de coller avec les avancées technologiques. Alors ça date pas du plan numérique, sous Hollande, hein, mais je veux dire, il y a eu plusieurs vagues de plans d'équipement et de formation des enseignants, et donc d'équipement des établissements depuis, on peut remonter depuis les années 70 en fait, hein. Donc bon, et le jeu vidéo en classe, c'est pas une innovation, qui date d'Assassin's Creed ou, de la vague des serious games des années 2010. Vous avez déjà des jeux qui sont proposés à l'éducation dans les années 80, le grand début de l'enseignement programmé, par exemple, avec vous avez des jeux de type un peu exerciser avec sous format QCM un peu. Vous avez des simulations militaires aussi qui étaient proposées dans des catalogues de jeux pour les établissements. Donc là, je parle encore des années 80. Voilà, c'est pas un sujet qui est si nouveau que ça, finalement. Mais donc ouais, c'est l'idée que l'école doit coller aux avancées technologiques et aussi avec le jeu vidéo un peu aux pratiques des élèves. C'est-à-dire de se dire que les jeunes jouent aux jeux vidéo, point. Donc, l'école doit parler du jeu vidéo. Voilà, c'est l'idée de coller aux pratiques de masse aussi. Le cinéma est rentré à l'école aussi, la bande dessinée est rentrée à l'école aussi. Donc le fait que le jeu vidéo rentre à l'école, c'est pas spécialement étonnant si on prend un peu l'histoire d'éducation sur un peu plus long terme. Donc voilà. Bon. OK, mais donc du coup, le jeu vidéo, c'est un aspect un peu, innovant, ça colle à des pratiques d'élèves qui, jouent de plus en plus aux jeux vidéo. Mais est-ce que ça peut apporter aussi quelque chose pour, transmettre des connaissances? Bah, déjà, oui, déjà, faut revenir à ça. C'est-à-dire, est-ce que les élèves jouent aux jeux vidéo? Donc ça, c'est un argument qu'on entend souvent, mais qui est quand même un peu à préciser, je pense, parce que les jeunes jouent aux jeux vidéo. Déjà, quels jeunes jouent aux jeux vidéo? Tout le monde ne joue pas euh, aux jeux vidéo, même si, alors évidemment, les collégiens sont la plus grosse cohorte de joueurs, c'est sûr. Mais quand vous rentrez dans les classes et vous demandez en fait aux élèves à quoi ils jouent, vous avez des effets de genre assez importants, assez jeunes. C'est-à-dire que les garçons et les filles jouent vraiment pas la même chose. Même si, alors ça veut pas dire que vous n'avez pas de filles qui jouent à Call of, à GTA ou à Fortnite, mais c'est quand même plus minoritaire, ou du moins elles le déclarent moins. Il y a peut-être ça aussi comme phénomène. Donc ouais, quel jeune joue, socialement c'est pas pareil non plus, et à quel jeu vidéo il joue. C'est-à-dire que vous n'allez pas être en face généralement, enfin, vous allez pas être en face de la même catégorie sociale si vous avez des personnes qui jouent à des jeux de voiture, par exemple, ou si vous jouez à des jeux de gestion et de stratégie comme Crusader Kings ou Age of Empires ou des jeux comme ça, quoi. Donc bon, les jeunes jouent aux jeux vidéo, voilà, faut détailler un peu le truc, sinon ça veut pas dire grand-chose, je pense. Mais j'ai perdu la question de vue, évidemment. Si tu peux me la reposer. La question, c'était, par rapport à l'avantage d'utiliser le jeu vidéo en classe parce que donc, c'est une pratique innovante, on peut capter l'attention des élèves, parce qu'ils jouent déjà eux-mêmes à des jeux vidéo, mais est-ce que, heu, ça apporte quelque chose pour le professeur d'utiliser cet outil en classe, pour, transmettre plus facilement des connaissances ou? Alors, c'est compliqué de voir ça. En gros, c'est compliqué de voir ça en classe parce que c'est là tout mon travail de recherche actuel où, voilà, j'ai fait pas mal d'observations, mais là, il faut que je décortique tout ça et c'est un peu long, donc je serai plus précis dans 2-3 ans. Heu, mais en gros, ouais, l'idée, c'est ce qu'on voit, c'est que l'empreinte de l'enseignant sur la classe est quand même assez important, et donc pour ramener les élèves vers les apprentissages, les sortir du jeu pour aller vers les apprentissages, c'est quand même un travail qui est assez exigeant, qui est très exigeant d'un point de vue
énergie, on va dire, déjà de l'enseignant. C'est des séquences extrêmement fatigantes. Si vous faites jouer 15 groupes de 2 élèves sur 15 postes ordinateurs, vous allez être extrêmement sollicité. Et donc, voilà, vous avez des séances qui sont plus fatigantes que d'autres. Après, niveau connaissance, c'est pas évident, en fait. C'est pas évident de voir quel est l'impact du jeu seul. Parce que ce qu'on remarque souvent, c'est qu'une grande partie des connaissances que les élèves vont déclarer, c'est des choses que l'enseignant a données, en fait. Pas tant de jeu, mais que l'enseignant, via la médiation qu'il va exercer, va transmettre à ses élèves. Donc l'impact du jeu, il est quand même, quand on voit ça, assez à relativiser. Et après, ce qu'on voit plutôt dans la recherche, c'est que le jeu vidéo n'est pas très bon pour transmettre des connaissances factuelles. C'est-à-dire des dates en histoire, des faits historiques ou des choses comme ça. Des connaissances précises, notionnelles, c'est pas évident. Après, on va plus solliciter le jeu vidéo pour des raisons de compétences. C'est-à-dire qu'on va dire que le jeu vidéo, ça favorise la collaboration, ça favorise l'entraide, ça favorise des savoir-être, hein, une sorte de vivre ensemble. Donc, pourquoi pas. Après, je serais peut-être un peu réticent à employer le terme d'apprentissage parce que c'est sur des moments très courts, donc sur 1 heure ou 2 heures de cours que les... Après, il faudrait peut-être préciser les jeux parce que depuis tout à l'heure, on parle du jeu vidéo, mais faudrait peut-être donner des exemples à un moment donné, je pense. Mais je dirais plutôt que ça sollicite en fait ses compétences et ses savoir-être plutôt que ça entraîne véritablement un apprentissage de ses compétences. Je sais pas, quand vous apprenez là, à collaborer, par exemple, c'est pas comme si vous apprenez une date en histoire, c'est pas pareil. Donc ça sollicite, on va dire, des liens sociaux, on va dire, des échanges en classe qui là, peut changer du moins le climat de classe, c'est sûr. Mais après, faut voir, quand le jeu déborde trop, qu'est-ce que les élèves apprennent s'ils sont que dans le jeu, en fait? Bah, on observe que généralement, ils vont apprendre à jouer. Parce que ça serait la première vertu d'apprentissage du jeu vidéo, c'est d'abord d'apprendre à jouer, d'apprendre des règles, d'apprendre des mécaniques de jeu, ce genre de choses. Et pas tout de suite, en fait, des connaissances historiques, géographiques, des mots de vocabulaire. Ça, c'est quand même plus difficile à cerner, en fait. Bah, du coup, effectivement, là, tu proposais de donner des exemples de jeux. Qu'est-ce que tu penses de jeux qui ont été conçus avec un objectif pédagogique précis, euh, qu'on va souvent du coup appeler serious games, comme Survive on Mars, dans lequel on va manipuler des notions d'SVT ou de physique. Donc là, l'objectif, c'est pas forcément d'apprendre des compétences, donc comme tu disais, la collaboration, tout ça, mais bien des savoirs. Survive on Mars, c'est un objet assez hybride, en fait. Enfin, un dispositif, pardon, assez hybride. C'est-à-dire qu'en effet, il est souvent présenté comme un jeu, il est parfois présenté comme un jeu vidéo, des fois il est présenté comme un serious game, donc c'est un peu... Et en fait, parce que j'en ai observé du coup, des séances, et quand on s'entretient avec les enseignants, quand on voit ce qui se passe en classe, on voit que que l'attitude ludique du moins des élèves, elle est quand même assez limitée, assez restreinte. C'est-à-dire que Survive on Mars, c'est quand même d'abord des exercices plutôt gamifiés, j'ai plutôt tendance à dire scénarisés, c'est-à-dire que la séance commence avec une espèce de mise en récit, avec une vidéo expliquant la mission aux élèves. Et ensuite, les élèves doivent, dans un contexte un peu... c'est un peu difficile à voir, en fait. Ce qu'ils font généralement, c'est des exercices qui sont intégrés dans une plateforme graphique, qui est donc la base martienne, mais qui renferme du coup des exercices, des logiciels et des documents de SVT ou de physique très scolaires, en fait. Donc c'est une sorte d'enrobage, ludique et narratif. Mmh. Et qui permet de mettre en collaboration des élèves ou quoi. Ce qui veut pas dire, si je dis ça, ça veut pas dire que la séance elle est pas efficace, hein, pas du tout. Mais la question, encore une fois, de mes recherches, c'est quelle est la place du jeu là-dedans. Survive on Mars, on voit que c'est un aspect jeu assez limité, en fait, pour ce que j'ai observé.
Et du coup, au contraire, lorsqu'on utilise un vrai jeu grand public en classe, donc là, l'aspect jeu, il est beaucoup plus présent. Par contre, ce que tu disais, c'est que l'enseignant, du coup, doit recadrer la séance pour pas que ce soit que du jeu, Ouais, mais alors, aussi apporter les apports, c'est ça? le jeu est très présent pour les grands publics, pour les jeux grand public, pas forcément, hein. Si tu regardes les Assassin's Creed, par exemple, alors qu'il y a un jeu qui, comment on va dire? Focalise beaucoup l'attention dès qu'on parle du jeu vidéo à l'école, c'est généralement Assassin's Creed qui sort assez souvent, alors encore plus si on parle d'histoire. Alors pourquoi il ressort? Parce que c'est une licence très connue et notamment des enseignants. Il y a un truc qui est très frappant quand vous demandez aux enseignants pourquoi ils utilisent Assassin's Creed. Généralement, ils vont pas vous dire, ils vont pas vous parler des élèves tout de suite en fait, hein. Ils vont pas vous parler des objectifs pédagogiques tout de suite. Ils vont vous parler de leur culture ludique. C'est-à-dire ils vont dire, ah parce que je suis joueur de jeux vidéo d'abord. Je suis joueur ou je suis joueuse de jeux vidéo. Donc Assassin's Creed ça me parle. Et vu que ça me parle moi d'abord, je le donne aux élèves. Et encore une fois, ce qu'on voit, c'est l'écart entre la culture ludique des enseignants et la culture ludique des élèves. C'est-à-dire que les élèves, de collège notamment, quand on dit que les jeunes jouent aux jeux vidéo, bah, au collège, on remarque que Assassin's Creed, c'est pas un jeu qui est énormément joué en fait pour les élèves, et notamment par les filles, hein, déjà d'une. Assassin's Creed, il est assez peu joué par les collégiens. Alors ça veut pas dire qu'ils jouent pas du tout à Assassin's Creed. Je vois les critiques déjà arriver. Ça veut pas dire qu'ils jouent pas du tout, mais c'est un jeu qui est pas déclaré beaucoup. Ça serait plus le jeu du grand frère en fait, Assassin's Creed, hein, pour des collégiens, ou ou jeu du père. Des fois, j'entends ça. Et surtout donc le jeu du prof. Ça, c'est une catégorie de jeux. Si je fais une sorte de typologie, on va dire les jeux du prof, c'est-à-dire les jeux qui sont pratiqués par les enseignants dans leur culture ludique à eux, mais qui sont inconnus des élèves en fait. Donc ça, c'est intéressant parce qu'encore une fois, quand on part du discours disant les élèves jouent aux jeux vidéo, donc on va jouer en classe, on remarque que, par un effet social évident, que voilà, les jeux qui rentrent en classe sont pas forcément des jeux qui sont très connus des élèves. Déjà d'une. Donc Assassin's Creed, en effet, rentre en classe, mais il rentre en classe aussi. Donc deuxième chose, il rentre parce qu'il y a une puissance marketing et de communication derrière qui est très importante en fait. Vous avez évidemment la machine Ubisoft qui est derrière et qui par notamment le Discovery Tour, qui est donc ce mode éducatif d'Assassin's Creed, rentre dans les écoles françaises. Et donc, au niveau de ces usages en classe, on voit que c'est pour ça que je disais qu'ils focalisent l'attention, alors que c'est peut-être avec Assassin's Creed vous avez le moins de jeux. Assassin's Creed rentre beaucoup d'un point de vue documentaire, c'est-à-dire juste des screenshots ou juste des vidéos, alors soit de gameplay, soit de bande-annonce du jeu. Et en fait, Assassin's Creed est utilisé dans un but illustratif, pour montrer les choses. Voilà. Donc, on montre les choses, on fait pas spécialement jouer les élèves. Ce qui est pas grave, hein. Encore une fois, c'est pas. Moi, je l'ai beaucoup fait, hein, et je le fais toujours maintenant. C'est-à-dire qu'en 5e, je montre une vidéo de Damas au XIIIe siècle pour étudier le monde musulman. Mais voilà, ça dit quelque chose du jeu. C'est-à-dire que Assassin's Creed, la pratique du jeu Assassin's Creed n'est pas intéressante pour aborder l'histoire. Ce qui est intéressant, par contre, c'est le visuel, éventuellement. Donc on a ça. Et donc concernant le Discovery Tour, donc le Discovery Tour c'est quoi? C'est donc le mode éducatif d'Assassin's Creed Origins pour l'Égypte antique et Odyssée pour la Grèce antique, où vous pouvez vous balader dans le monde ouvert sans combat, sans narration, sans rien, donc ce qui est évidemment pratique en classe. Et donc le contenu pédagogique est délivré par des visites guidées. C'est-à-dire vous arrivez devant le Parthénon, vous appuyez sur un bouton et vous avez une vidéo et une voix off qui vous raconte qu'est-ce que c'est le Parthénon. Voilà. Et donc quand on voit ça, on voit bien que finalement, le Discovery Tour est dégamifié, c'est-à-dire qu'on lui retire des attributs ludiques, pour lui insérer du pédagogique. Et du pédagogique en format très classique, c'est-à-dire, on pose la manette et on écoute le prof intégré dans le jeu qui vous raconte l'histoire. Et donc, encore une fois, c'est pas une critique négative, hein. C'est-à-dire que d'un point de vue des apprentissages, à mon avis, parce que bon, on se retrouve en face d'un format enseignant ou un format, de type documentaire, pourquoi pas, c'est intéressant, hein. Après, ça pose la question du jeu. Est-ce qu'on apprend en jouant avec le Discovery Tour? Je ne suis pas sûr qu'on le fasse en jouant, tout Non. simplement.
Donc voilà, au niveau des discours, c'est intéressant de voir l'écart entre ce qu'on peut raconter parce que ce qui est important là, c'est de mettre de côté les discours, je disais marketing, promotionnel et les discours enseignants, parce que vous avez des discours aussi d'enseignants assez militants sur la question du jeu, pour essayer de voir en classe justement qu'est-ce qui se passe véritablement. Et en classe, du coup, qu'est-ce que tu as pu observer sur la pratique des enseignants? Comment est-ce qu'ils utilisent le jeu? Toi, par exemple, tu nous as dit que tu passais des vidéos, une vidéo du jeu, ou il y avait aussi un moment où tu parlais de groupes d'élèves qui Mmh. jouent en même temps sur différents postes. Ouais. Comment ça se passe? Il y a plusieurs catégories, donc ça, c'est encore une fois, je suis en train d'affiner, mais vous avez le jeu qui reste en format document, simplement en format document. Vous avez le jeu qui est joué au tableau, heu, par un élève ou par l'enseignant directement. Donc, enfin, il joue. Alors, est-ce qu'il joue vraiment en fait, hein? On peut se poser la question. Il tient la manette ou l'élève tient la manette. Des fois, vous avez le prof qui va guider en fait les choix de l'élève au tableau. Donc, si on prend en considération que l'attitude ludique, c'est avant tout de décider, c'est des décisions qui sont prises par le joueur. Si c'est le prof qui décide à la place de l'élève est-il en train de jouer? On peut se poser des questions comme ça. Donc il y a ça, donc le jeu document, le jeu qui est projeté au tableau, le jeu qui est joué généralement à deux devant un poste informatique. Et ce qui est assez absent pour le moment, c'est le jeu individuel en fait. Donc c'est pour ça que le jeu en classe, on est en face d'une forme d'attitude ludique différente de la maison, puisque on joue pas seul et vous avez un enseignant derrière qui, lui, veut un résultat d'apprentissage en fait. Est-ce que tu as également observé des différences en fonction de la discipline qui est enseignée? C'est difficile à dire pour le moment, j'ai pas encore vu toutes les disciplines que j'aimerais voir, parce que justement je m'intéresse pas qu'à l'histoire, j'essaye de voir si les, comment dire? Ouais, c'est que enfin, comme tu dis, si les disciplines ont vraiment un impact là-dessus, donc je vais pas me prononcer encore, là, parce que j'ai vu de l'anglais, j'ai vu de la philo, j'ai vu du français, j'ai vu un peu de sciences, mais dans tous les enfin, on voit, je saurais pas trop encore le formuler précisément, mais on voit, ouais, comme je disais, une forte empreinte de l'enseignant. Mais si je reviens à l'histoire, c'est peut-être la matière où finalement le jeu a le plus de l'activité ludique encore une fois, hein, a le plus de, peut-être de difficultés à rentrer, en fait. Si on parle d'une forme de jeu pur où le joueur serait libre de faire ce qu'il veut dans le jeu, entre guillemets, je dis ça. Bon, bah, déjà dans le contexte de classe, c'est pas évident parce que, bon, il y a des objectifs et en histoire, c'est encore moins évident. Ce qui se développe beaucoup en histoire, c'est ce qui se développe beaucoup, je mets des guillemets parce que encore une fois, ça reste, extrêmement minoritaire, c'est l'exercice d'esprit critique. C'est-à-dire de se dire, le jeu vidéo nous raconte quelque chose en histoire, mais est-ce que le jeu vidéo est réaliste? Voilà, donc ça tourne un peu autour de ça. Alors évidemment, le jeu vidéo surprise n'est pas réaliste parce que c'est un jeu, voilà. Et donc, l'exercice tourne autour de ça. Alors, c'est un sujet que je connais pas mal, donc puisque j'ai vu des observations à ce sujet, il y a on va dire une littérature médiatique à ce sujet qui est assez importante, qui est encore une fois portée par des industriels. Et il y a ma pratique personnelle aussi. Et donc, sur ça, j'en ai fait pas mal, hein, d'étudier avec mes élèves la représentation du passé dans les jeux vidéo. Ce que j'ai remarqué assez rapidement quand même, enfin assez rapidement, non, en fait, au bout de quelques années de pratique à force, c'était que c'était un exercice super difficile. C'est-à-dire qu'en gros, tu demandes à des élèves de découvrir une période historique, petit 1 par la fiction, donc par potentiellement du faux, on va dire. Ensuite, tu leur demandes cette fiction de la critiquer avec des documents historiques. Donc, il faut déjà que les élèves comprennent les documents historiques, petit 2. Petit 3, tu leur demandes de comparer ce qu'ils ont tiré des documents historiques avec la fiction. Et là, déjà, cognitivement, c'est déjà super exigeant. Et en gros, ceux qui arrivent à faire cet exercice, bah, c'est les très bons élèves. Les élèves en difficulté, qui ont déjà beaucoup de lacunes d'un point de vue scolaire, bon, vu la charge de travail que vous demandez, que je viens d'expliquer,
bon bah vous avez des chances de les perdre. Alors comment pas les perdre? Bah, c'est à l'enseignant du coup de faire une dépense d'énergie, d'explication très lourde pour pouvoir les ramener vers la lumière, on va dire, c'est-à-dire vers les apprentissages sérieux et vrais et véritables. Le problème, c'est qu'on s'adresse à des collégiens, des jeunes qui peuvent du coup, qui ont des connaissances fragiles en histoire encore à ce moment-là, et le vrai et le faux, eux, ils peuvent le confondre. Ils peuvent le confondre, donc ça, c'est pas évident. C'est pas évident, ça peut s'apparenter des fois une belle idée sur le papier, mais voilà, sur le terrain, vous pouvez entraîner quelques désillusions. Surtout que ça s'appuie aussi sur un propos qui me semble, faudrait un peu le préciser, de se dire que les élèves jouent à des jeux vidéo d'histoire qui leur racontent des bêtises, et en y jouant, les élèves vont apprendre ces bêtises, ou vont intégrer des représentations fausses du passé, que ça va influencer leurs apprentissages. Je trouve que c'est un peu surévaluer le potentiel d'apprentissage du jeu vidéo. C'est-à-dire, je suis pas sûr que dans les Assassin's Creed, les élèves apprennent énormément de choses d'histoire, vu que si je reprends cette franchise, vous êtes occupé à d'autres choses qu'à apprendre de l'histoire dans ce jeu-là. Vous êtes occupé à des combats, de l'exploration et à une intrigue fictionnelle. Il y a une intrigue fictionnelle. Et quand vous parlez des Assassin's Creed, faut quand même pas oublier un truc, c'est que c'est des jeux dont la mécanique narrative de base, c'est la théorie du complot. C'est-à-dire, en gros, de dire que toute histoire, tout fait historique est forcément le fruit d'un complot derrière, qu'on nous dit pas la vérité et compagnie. Et donc, quand vous projetez une vision éducative sur Assassin's Creed, attention à ce qu'on fait quand même. Attention à ce qu'on fait. Assassin's Creed, ça raconte l'histoire du complot. Alors, ce qui est pas grave, parce que c'est une mécanique de fiction qui est super intéressante, ce genre d'intrigue. Ça, il n'y a pas de problème. À partir du moment où vous en restez une fiction, ça pose pas de problème. Mais vu que vous avez ce récit complotiste d'un côté et vous avez un graphisme qui tend vers le réalisme de l'autre, et ben c'est là que vous avez cette tension, en fait, qui est pas évidente. Et que en scolarisant Assassin's Creed, potentiellement, pour des élèves fragiles, vous pouvez scolariser ces représentations fausses, en fait. Alors on va me dire, oui, mais le but de l'exercice, c'est de les critiquer. Oui, mais si l'enseignant arrive à le faire par sa culture disciplinaire solide, pour des plus jeunes, c'est évidemment plus difficile. Et comme tu parles des élèves, qu'est-ce qu'ils en pensent de l'utilisation du jeu vidéo en classe? Est-ce que tu les interroges aussi lorsque tu mènes des observations? Alors les élèves, c'est pas l'objet d'étude, on va dire. Mais je les interroge quand même pour voir un peu, oui, ce qu'ils en pensent. Alors, le jeu vidéo est quand même bien reçu, c'est sûr. Parce que, et notamment, enfin, il y a des dispositifs qui marquent vraiment les élèves. C'est-à-dire quand vous arrivez avec la console, notamment, voilà, il y a un effet de prof cool. Voilà, c'est le prof cool qui arrive avec la console. Et ça, dans les vertus du jeu vidéo, c'est vrai qu'il y a un peu ça quand même. C'est-à-dire que vous allez dire, vous allez montrer à votre classe que vous partagez des objets, des pratiques en commun avec eux. Et là, il y a peut-être un effet. Mais vous voyez que là, on n'est pas sur le terrain des apprentissages ou des connaissances ou des compétences. On est sur un rapport personnel, presque, j'exagère peut-être un peu, mais presque du domaine de l'intime avec les élèves. Et donc, il y a peut-être un truc à chercher là-dedans. Parce que ce qui est intéressant, c'est quand parfois vous avez des discours médiatiques, encore une fois sur le jeu, vous demandez à des enseignants, ouais, est-ce que c'est quand même pas un peu démago ce que vous faites, utiliser des jeux vidéo avec les élèves? Donc il y a une espèce de réaction enseignante disant, mais non, c'est pas démago, il y a un projet pédagogique sérieux derrière, c'est en gros, non mais attendez, c'est sérieux ce que je fais quand même. Donc il y a cette espèce d'idée de botter en touche le lien avec l'élève, par, je sais pas, par pudeur, par crainte que ça soit pris, encore une fois, ouais, pour de la pédagogie, pour quelque chose de négatif, en fait. Alors que
Entretenir des bonnes relations avec ses élèves, pour toute personne qui a enseigné, voilà, on sait très bien que ça aide à mener le cours correctement, du moins. Donc après ça dit pas s'il y a un effet sur les apprentissages, véritablement. Et encore une fois, ce qui est difficile à voir en classe, c'est est-ce que c'est le jeu qui a un effet sur les apprentissages ou est-ce que c'est l'enseignant qui a un effet sur les apprentissages? Donc voilà et mais ça correspond parce que si on synthétise tout ce qu'on dit là, on dit beaucoup que le jeu vidéo devient un outil pédagogique. Bah oui, mais donc quand on dit que c'est un outil, est-ce qu'il reste un jeu pour autant? C'est la question. Parce qu'un jeu, c'est pas un outil. Un outil, c'est fait pour faire quelque chose. J'utilise mon stylo pour écrire. J'utilise, j'en sais rien, j'ai quoi en face de moi? J'utilise un verre pour, mettre de l'eau dedans et le boire. Donc ça sert à quelque chose. Un jeu, techniquement, ça sert à jouer. Le jeu, c'est une activité qu'on appelle autotélique, c'est-à-dire vous jouez pour l'activité elle-même. Vous jouez pour jouer. Et donc, quand vous le transformez en outil, vous en faites autre chose. Donc voilà, les relations entre jeu et apprentissage sont plus difficiles, ils sont plus à nuancer qu'une espèce de vision un peu romantique qu'on pourrait avoir, c'est-à-dire qu'on apprend forcément en jouant. Ça veut pas dire qu'on n'apprend pas en jouant, mais l'idée c'est de se demander qu'est-ce qu'on apprend en fait en jouant. Donc vous voyez que c'est un sujet en fait qui est assez complexe. Mmh. Si je reviens à la question de base, c'est évidemment un dispositif qui est plutôt bien reçu par les élèves. Globalement, alors encore une fois, faut nuancer, vous avez des élèves très, très scolaires qui parfois peuvent avoir un phénomène un peu de recul ou de méfiance. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait le prof à ramener un jeu vidéo? Est-ce que c'est bien sérieux? À l'inverse, vous avez des élèves, alors si je prends de l'autre côté, c'est-à-dire des élèves en difficulté qui, s'ils peuvent, oui, être attirés par l'objet, en fait, l'objet jeu, vu qu'on revient vers un exercice derrière qui est très scolaire, notamment dans le cas de l'histoire, comme je l'expliquais tout à l'heure, bon, l'élève en difficulté, il aurait tendance à rester dans ses difficultés. Et encore une fois, si le but c'est de faire de l'éducation aux médias, vu que en histoire, par exemple, on joue assez peu, comment se fait le transfert? Parce que si on fait de l'éducation aux médias, à se dire, si on joue aux jeux vidéo, enfin, si on éduque les gamins à jouer correctement aux jeux vidéo, pour que ensuite chez eux, ils puissent avoir une pratique raisonnée et raisonnable du jeu vidéo, c'est quand même pas évident parce que vu qu'à l'école on les déconnecte de l'activité de jeu en fait et de la pratique normale du jeu vidéo, comment on fait ce transfert? Ça, c'est quand même un mystère aussi en fait. De par tes observations et expérimentations, tu aurais des pistes à proposer sur l'utilisation du jeu vidéo en classe? Est-ce qu'il y aurait des pas une bonne manière, mais Ah non, comment en est-ce qu'on fait, pourrait l'utiliser? honnêtement, j'en ai pas, hein. J'en ai pas parce que les expérimentations sont très diversifiées. Elles sont très diversifiées et puis, c'est difficile de donner des conseils, en fait. C'est-à-dire de dire, je pense qu'il faut se méfier de cet exercice de l'esprit critique. Ça, je pense, Mmh. faut faire attention aux inégalités qu'on peut créer. Faut prendre en considération que tous les élèves ne jouent pas aux jeux vidéo, que les cultures ludiques sont diverses et variées. Hem, voilà, donc faut peut-être faire attention à la vision d'enseignant qu'on peut avoir sur une pratique populaire. Parce que l'école fait ça avec tout. On parle du jeu vidéo, mais elle fait ça avec le cinéma, avec la bande dessinée, avec la littérature, avec les mangas, avec le hip-hop, avec voilà, toute pratique populaire, ou pratique de masse du moins, quand elle rentre à l'école, elle a tendance à être transformée en un objet plus légitime. C'est-à-dire que tu vois bien de quoi on parle depuis tout à l'heure. On parle souvent des Assassin's Creed parce que Assassin's Creed, ça parle d'histoire. Donc ça parle d'histoire. L'histoire, c'est sérieux, c'est légitime, c'est noble, si tu veux. Donc ça rentre à l'école. Mais on voit que si Assassin's Creed rentre à l'école, en gros, c'est les monuments du jeu qui rentrent à l'école et l'activité ludique, on va dire, elle reste à la maison. Parce que voilà, le jeu, c'est pas encore quelque chose de très. C'est pas noble, le jeu, c'est pas bien vu. Par contre, l'histoire, ouais, ça, c'est sérieux.
Ça rentre. Donc l'école a un effet de tri, en fait. Soit par ses programmes, soit par, soit par ses programmes, soit par l'enseignant lui-même, en fait, qui fait aussi une sorte de tri. Donc j'ai pas vraiment de conseils, j'ai pas vraiment de conseils à donner et si ça permet si ça per enfin, si ça permet à l'enseignant d'utiliser sa culture et de se faire plaisir finalement, allons-y. Mmh. Non, merci, mais c'est déjà des réflexions intéressantes. Peut-être pas des conseils, mais des Non, non, réflexions. non, je peux pas donner des conseils, mais c'est un sujet qui mérite du moins, plus de réflexion et plus de nuances, c'est sûr, comme tout. Alors du coup, on va arriver tout doucement à la fin de notre échange. Y a-t-il un sujet que nous n'avons pas abordé dont tu aimerais parler? Alors j'ai parlé de plein de choses qu'à chaque fois on me pose une question, je pars dans une direction peut-être, je sais pas, j'espère avoir été clair. Non, je sais pas, il y a peut-être la question, ouais, des serious games, c'est-à-dire, de ces dispositifs ludiques qui ont un objectif d'apprentissage, clair. Parce que souvent on oppose un peu les 2 en fait, hein. On a tendance à dire que les serious games c'est chiant et que les jeux grand public à l'école, ça serait forcément plus fun. Ça veut pas dire que c'est pas vrai, hein. Vous avez évidemment des serious games qui sont un peu ennuyeux, on va dire. Mais si on parle du jeu, non pas comme un objet, mais comme une attitude, finalement, la nature du dispositif peut ne pas avoir une importance déterminante. Là, on l'a dit avec Assassin's Creed, on peut faire un cours très passif avec ça. Par contre, vous avez des serious games qui proposent des activités, qui peut entraîner une attitude ludique chez des élèves. Vous avez beaucoup de serious games qui sont de type city builder, comme des SimCity ou des Stronghold, mais donc en version sérieuse. Et donc qui donne une certaine liberté de décision aux joueurs pendant la classe en fait. Et donc là on peut observer des élèves qui semblent jouer du moins. Alors vous voyez qu'avec des Assassin's Creed ou des jeux grand public qui demandent un cadrage en fait de l'enseignant important, ça on a tendance à moins le voir. Et donc vous avez des jeux, il y en a un que j'utilise toujours qui s'appelle Des territoires une voie. Alors, c'est un jeu qui fait très austère en fait où vous devez construire une ligne à grande vitesse, la ligne à grande vitesse Paris-Bordeaux. Donc c'est vrai que sur le papier, c'est pas grimper en haut de Notre-Dame, ça a l'air moins sexy, on va dire. Mais c'est des élèves qui se prennent au jeu chaque année pour trouver le meilleur tracé pour leur ligne à grande vitesse. Et donc je recommanderais aussi ce genre de jeu. Faut pas non plus voir les serious games de manière ultra ultra négative. Et pas voir le jeu grand public non plus comme la panacée pour apprendre des choses. Je pense que ça dépend énormément en fait de l'enseignant, ce qui veut dire que c'est difficilement généralisable en fait. Tu aurais d'ailleurs quelques titres de jeux que tu utilises et que tu recommanderais auprès de tes collègues enseignants? Il y a celui-là, après j'en utilise, moi je mets en pause très largement en fait ou en arrêt, je sais pas définitif, mes propositions pédagogiques, en classe parce que je peux pas être des 2 côtés de la barrière en fait. Je peux pas les analyser et puis en proposer de l'autre côté. Donc j'ai expérimenté des choses qui ont marché, d'autres bien moindres. Parce que voilà, il y a des choses quand on parle de ce sujet, il y a un truc qui est difficile à toucher, mais quand on parle de pédagogie en général, c'est les échecs en fait. Parce que des fois, oui, c'est pas agréable pour un enseignant de parler de ses échecs pédagogiques ou des fois pour des enjeux de carrière, on va de carrière et médiatique, on va dire, on va mettre en avant que les côtés positifs et pas les côtés négatifs. Donc vous avez ce genre de blocage. J'ai pas de titre vraiment. Ouais, il y a le Serious Game Alto Catastrophe qui est plutôt sympa pour aborder la question des risques. Encore une fois, c'est sous le format City Builder qui marche plutôt bien. Euh, Non, mais si je devrais donner un conseil de vrai jeu vidéo avec une utilisation très intéressante du monde ouvert, mais là qui sort de nos questions de programmes scolaires, mais qui pose par contre plein de questions d'un point de vue des apprentissages, c'est le jeu indépendant Outer Wild, qui est sorti l'année dernière, qui offre... en fait, on est dans un système solaire où on doit découvrir les origines d'une civilisation perdue, en gros, et c'est un jeu absolument extraordinaire que je recommande à tes auditeurs en tout cas. Super.
Bah, je connais pas du tout, donc j'irai voir. Ah, faut le faire, ouais. C'est pas pédagogique, hein, c'est pas du tout lié à nos programmes ni rien, mais c'est un sentiment de découverte encore, assez rarement vu et une utilisation ultra pertinente d'un monde ouvert. Ok. Bah, écoute, merci beaucoup pour ce partage. Et puis, j'espère à une prochaine fois. Bonne continuation pour ta thèse. Et puis, j'essaierai de suivre tout ça. Bah, ça marche, au plaisir d'en discuter. Merci beaucoup pour ton invitation. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner et de parler du podcast autour de vous. À très bientôt!